Alors bonjour à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, chers élèves, où nous allons aborder une notion que vous connaissez peut-être ou pas, c'est la notion de lecture de tableau ou de graphique. Peut-être qu'il vous est arrivé de regarder ou d'analyser par exemple votre bulletin de notes, si vous aviez accès à avec des notes par exemple en français, ou avec des tableaux avec des chiffres par rapport pour un projet économique, ou sinon la notion d'une recette par exemple, combien y a-t-il de grammes de farine pour utiliser pour faire un gâteau, etc. Donc c'est un exemple concret que vous pouvez trouver, chers élèves. Ou sinon, si vous connaissez si vous avez des grands frères et grandes sœurs qui sont au collège, ils connaissent certainement la notion des bulletins de notes avec des notes allant généralement de 0 à 20 généralement, et qui permet de quantifier leurs notes sur 20 dans une matière en français, maths, etc. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'analyser et de revenir sur la méthodologie lorsqu'on fait une lecture de tableau ou une lecture de graphique. Prenons exemple sur un exercice d'un projet des élèves qui ont sur le thème du système solaire dans le cadre d'un exposé qu'ils ont réalisé. Ces élèves ont recensé certaines de leurs informations dans un tableau pour leurs affichages. Quelles informations ce tableau donne-t-il ? Il y a plusieurs méthodes qui peuvent être mises en place. La première est la lecture linéaire, donc ligne par ligne, ou sinon, généralement, c'est de prendre un peu de recul et se dire quelles sont les informations qui peuvent nous intéresser par colonne. Celle qui va être la plus simple pour vous, chers élèves, ça va être la méthode linéaire. Donc, première ligne, vous voyez qu'il y a à peu près les 8 planètes. La deuxième ligne, c'est au niveau des diamètres qu'on peut trouver. La notion de distance au Soleil au kilomètre. Et voir si ces planètes ont ou pas d'anneaux. Après avoir analysé et pris du temps pour lire, on va passer maintenant à l'analyse et pour répondre aux questions. Première question qu'on nous demande, c'est quelle planète a le plus grand diamètre? Donc là, ce qui nous intéresse, on nous demande le diamètre. Donc la première ligne, quelle est la ligne ou colonne qui va nous dans ce tableau, quelle ligne va nous intéresser? C'est la première au niveau des diamètres. Donc, si on regarde bien, on voit que le plus grand diamètre par rapport aux planètes, c'est celle de Jupiter, qui fait 142 880 km. Et en guise de réponse, ça va être Jupiter qui a le plus grand diamètre. Deuxième question, quelle planète a le plus petit diamètre? Donc, à contrario, ça va être cette fois-ci la planète Mercure. On nous demande à présent quel est le diamètre de la Terre. Donc là, comme vous avez peut-être pu voir, chers élèves, c'est que nous sommes partis des chiffres pour aller vers le nom de la planète, et maintenant on va faire l'inverse. Quel est le diamètre de la Terre? Donc on a une information qui est le mot Terre. Ce qui veut dire que là, je vais regarder dans la colonne l'information qui va nous intéresser au niveau de la Terre. Et on nous demande le diamètre. Donc, je garde en tête qu'il faut que je regarde la colonne Terre, et diamètre, ça sera ici. Ce qui veut dire que, en liant la colonne Terre et la ligne diamètre, on remarque assez facilement que le diamètre de la Terre est de 12 800 km. Donc, des fois, on peut colorier, donc après, on colorie en bleu la case qui nous donne l'information. Avant-dernière question, cette fois-ci on nous demande à quelle distance Neptune se trouve-t-elle du Soleil. Donc pour la Terre, on va tout de suite regarder la colonne qui concerne Neptune. Et ce qui va nous intéresser cette fois-ci, c'est la distance au Soleil. Et quand on regarde bien et qu'on lit
c'est de la colonne en partant vers le bas et la ligne distance du Soleil, on trouve aisément que la distance de Neptune ou du Soleil est de 4500 km. Là, pour cette fois-ci, pour la cinquième question, on vous demande de ranger ces planètes du plus petit à la plus grande. Si vous, dans votre classe, vous disposez d'un ordinateur et que vous avez l'application ou le logiciel Excel et que vous êtes en capacité de les ranger sur ce document, il y a une fonction, et votre enseignant pourra vous aider, il y a une fonction qui existe sur le logiciel Excel qui vous permet de classer et de trier du plus petit au plus grand ou inversement. Et le résultat est le suivant, c'est que Mercure a le plus petit diamètre, effectivement, parce que on nous a dit que quelle est la planète qui a le plus petit diamètre? C'est Mercure. Et qui est la plus grande? C'est Jupiter. Donc d'ores et déjà, on peut savoir que Mercure sera la plus petite et que Jupiter sera la plus grande. Pour les autres planètes, il suffira juste de classer et prendre un temps pour faire le classement effectivement. Avant-dernière question, combien de planètes ont des anneaux? Donc là, petite précision, on avait des données quantitatives, on avait un nombre. Cette fois-ci, nous avons des données nominatives. Ce qui nous permet cette fois-ci de répondre assez simplement. On nous demande combien de planètes ont des anneaux, ce qui veut dire que indirectement et même indirectement, on va regarder les réponses, les colonnes où les planètes ont la réponse oui. Ce qui veut dire que de manière aisée, on peut trouver qu'il y a 4 planètes qui ont des anneaux. Et là, maintenant, pour la dernière question, on nous demande de citer cette fois-ci les planètes qui n'ont pas d'anneaux. Donc, ce qui veut dire Mercure, Vénus, Terre et Mars. En résumé, cet exercice nous permet de travailler la notion de lecture graphique en ligne, comme nous avons fait, de partir d'un donné chiffré pour partir vers une réponse avec une donnée nominative, ou inversement, on nous demande le nom et on cherche le chiffre. Et la compétence qui est travaillée, c'est que, chers élèves, vous devez être capable de lire le tableau de manière à double entrée, ce qui veut dire qu'il vous suffit peut-être de 2 informations pour trouver la réponse demandée. Un exercice d'application, cette fois-ci. Donc là, comme on a dit, on prend le temps d'analyser, d'observer le tableau. Dans l'énoncé, on dit qu'une école a mené une enquête sur le nombre d'enfants qui se brossent les dents 1 fois, 2 fois, 3 fois par jour. Et les données ont été recensées dans le tableau ci-dessous. Donc, première question, combien de colonnes a ce tableau? On aurait tendance facile à dire qu'il y a 5 colonnes, parce que certains élèves, et c'est ce qui est arrivé par exemple avec les élèves avec qui j'étais en stage, ils comptaient ceci comme une colonne, ceci une deuxième colonne, troisième colonne, quatrième colonne et cinquième colonne, alors qu'il n'en est pas. Combien de colonnes a ce tableau? Il y en a une colonne où on a les classes, une autre colonne où nous avons le nombre d'élèves qui se brossent les dents 1 fois par jour, le nombre d'élèves 2 fois par jour, et le nombre d'élèves qui se brossent les dents 3 fois par jour. Donc combien de colonnes a ce tableau? Il y a 4 colonnes. Cette fois-ci, combien de lignes a ce tableau? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a bien 7 lignes. Maintenant, combien de ces deux se lavent les dents 1 fois par jour? Et là, on revient à l'exercice d'avant. On nous donne 2 éléments. Le nombre de fois que les élèves se sont lavé les dents et on nous donne la classe. Donc, en faisant le chemin vers le bas et vers
linéaire, de manière verticale et horizontale, on trouve très facilement que les élèves, il y a 6 élèves qui se lavent les dents une fois par jour. Ce qui n'est pas forcément bon parce qu'il faut, rappelons, qu'il faut se laver au moins 3 fois les dents par jour. Combien de CM1 ensuite se lavent les dents 3 fois par jour? Donc là, même exercice et même question et même réponse qu'on pourra retrouver dans la manière de répondre. On se consacre au nombre de fois par jour et le nombre d'élèves. En faisant cette méthode-là, on trouve très facilement qu'il y a 12 élèves de CM1 qui se lavent les dents 3 fois par jour. Cinquième question, au total, combien d'élèves se lavent les dents une fois par jour? Donc là, cette fois-ci, donc de manière par lecture graphique, on trouve, pareil, qu'il y a 31 élèves. La 6e question, qui est assez ouverte, c'est de compléter la ligne totale. Parce qu'effectivement, si vous avez fait attention, on ne voit pas le nombre d'élèves total qui se lavent les dents 2 fois par jour. Et il en va de même pour les élèves qui se lavent 3 fois par jour. Donc là, c'est une addition qu'il faudra faire. Pour la colonne 2, 10 plus 17 plus 16 plus 3 plus 17. On arrive généralement et on trouve le résultat. Et il en va de même aussi pour les colonnes de 3. 7 plus 6 plus 5 plus 12 plus 7. Et on vous trouverez le résultat. Et généralement, vous trouverez le résultat qui est à peu près soit le même ici, mais ça peut changer effectivement, puisque là nous avons des élèves. Exercice qui est généralement proposé à des élèves de CM2, parce que là la notion de graphisme, en bâtonnet, en circulaire, comme vous voulez, n'est abordée qu'en cycle 3. Donc là, pareil, la nouvelle manière d'observer, vous avez la fréquentation d'une salle de cinéma pendant une semaine. Comment doit-on lire ce tableau? Vous avez plusieurs informations. Vous avez ici les jours de la semaine et vous avez en bas le nombre de spectateurs. Et ce nombre de spectateurs est représenté graphiquement. Par exemple, le lundi, nous avons 400 spectateurs qui vont au cinéma. Le mardi, 200. Le mercredi, 300, etc. Première question. Combien y avait-il de spectateurs le lundi? Donc pareil, on regarde la date, on a lundi, et là, qu'est-ce qu'on remarque? Très facilement, il y a 400 spectateurs. Ensuite, deuxième question, combien y avait-il de spectateurs les 3 premiers jours de la semaine? Donc les 3 premiers jours de la semaine, c'est lundi, mardi, mercredi. Donc 400 plus 200 plus 300, 900 spectateurs. Troisième et dernière question. Y a-t-il plus de spectateurs le week-end, samedi, dimanche, que le reste de la semaine? Pardonnez-moi pour la faute de frappe avec le qui, c'est que le reste de la semaine. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc là, cette fois-ci, il y a 2 calculs à faire. Le premier calcul, c'est déjà, on a fait le choix en parlant des jours de la semaine, sans compter le week-end. Donc 400 plus 200 plus 300 plus 200 plus 500, ce qui nous fait 1600 spectateurs. Pour les jours de la semaine, pour les jours du week-end, pardon, donc samedi et dimanche, 800 plus 600, nous sommes à 1400 spectateurs. En ayant ces éléments de réponse, on peut maintenant répondre à la question, y a-t-il plus de spectateurs le week-end que le reste de la semaine? On fait une comparaison. C'est le week-end qu'il y a moins de personnes, donc en soi, l'affirmation, parce que c'est vrai que vu comment c'est formulé, on se pose la question, il y a plus, l'affirmation était la suivante, il y a plus de spectateurs le week-end que le reste de la semaine. Là, c'est vrai que là, c'était une question. Mais en soi, au tout début, c'était une affirmation qu'on cherchait à voir si l'affirmation était vraie ou fausse. Et on se rend compte, et on se rend bien compte que l'affirmation est fausse, car il y a moins de spectateurs le week-end que en semaine. Ce qui peut expliquer effectivement que les gens sont peut-être plus actifs, et ont plus envie de se détendre
en semaine qu'en week-end. Et pourtant, quand on regarde un peu le graphisme, on aurait tendance à répondre que non, en week-end, il y a plus de monde. Et c'est pour ça que des fois, certains élèves ont tendance à regarder que le graphisme, ils n'ont pas les données. Et c'est hyper important. Parce que là, sur 2 jours, il y a 1400 spectateurs. Et là, en semaine, on a 5 jours. Donc, la probabilité voudra que, même s'il y a eu, on peut voir dans le graphisme qu'il n'y a pas forcément de spectateurs, que le maximum, au moins sur les 5 jours, c'est 500 spectateurs. Le cumul du nombre de spectateurs dans les jours de la semaine, du lundi au vendredi, la somme est beaucoup plus grande que la somme des spectateurs accumulés dans la semaine. En espérant que cette vidéo vous aura permis, chers élèves, de comprendre la complexité de lire une lecture graphique, mais aussi qui vous aura donné des méthodes pour y remédier et réaliser des exercices à l'avenir sur la lecture de tableaux ou la lecture de graphiques. Je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt.